dans son village. Et vous, comment voyez-vous votre avenir? Ouais, ben, c'est vraiment pas battant, hein? C'était-tu que la gang de fifs de Saint-Viateur? Ils ont besoin de se serrer, poignet, s'ils veulent nous battre. Écoute, Steve, t'as à faire des jokes de fifs de même, là. C'est quelque chose à nous cacher? Oh, bon. Ça y est. T'as deviné mon chute? S'il savait, surtout Steve, il se contenterait pas de faire des jokes de fif. Il casserait la gueule. Ouais, hein, ça, non? T'es dans le coma, toi? Dans le coma, je change plus vite que toi. C'est-tu cute quand tu te fâches, Rouen? Féroce. Je pense que c'est quasi impossible que une découverte d'une orientation homosexuelle vienne sans souffrance. Ça fait partie du cours normal d'un développement d'une orientation homosexuelle, d'avoir une période où on préférerait ne pas être homosexuel. L'homosexualité, c'est pas un choix. Et c'est rare les gens qui choisiraient de plein gré de faire partie d'une minorité qui est opprimée. Pour les adolescents, il y a une souffrance qui est là parce qu'ils sont instables. En plus de découvrir qu'ils sont d'orientation homosexuelle, ou en tout cas une ambivalence dans leur orientation sexuelle, ça crée aussi beaucoup de souffrance. D'ailleurs, on voit beaucoup de suicides chez les jeunes homosexuels. Pourquoi je suis gay? C'est pas possible. Je peux pas être gay parce que je veux pas être gay. Il y a de plus en plus de littérature qui démontre que le risque suicidaire sera à peu près 3 fois celui du risque des adolescents hétérosexuels et que 30% des suicides accomplis seraient reliés à l'orientation sexuelle et foncièrement reliés à l'homophobie et à l'hétérosexisme. Le discours qui entoure l'homosexualité est extrêmement négatif, pour ne pas dire haineux. Alors, il y a de la haine par le silence, mais aussi de la haine par l'action. Alors, il y en a qui se font carrément tabasser, insulter, injurier, etc. D'autres voient d'autres se faire injurier ou insulter, ce qui fait qu'ils ne parleront pas. Moi, j'ai 18 ans, je m'accepte bien dans ma peau. Je suis quelqu'un qui est gay, je le sais. J'ai passé par des phases qui sont pas belles à voir. Le suicide, les fugues, la non-acceptation, le coming out. À l'école, je sentais beaucoup de rejet, je dirais au primaire, début du secondaire. Là, ça a été très difficile. Les gens me traitaient de tapette de fifi. Dans les cours d'éducation physique, je me suis fait voler à plusieurs reprises. Tabassé, là, ça me traumatisait, les cours d'éducation physique, justement pour ça. Bien, la première fois que je me suis posé la question si j'étais lesbienne, je devais avoir à peu près 11 ans. Puis en fait, mon frère qui m'a posé la question parce qu'il trouvait que j'avais des drôles d'habitudes, parce que j'avais beaucoup d'idoles féminines, puis j'étais beaucoup en admiration avec des, des artistes femmes.
mes amis qui se posaient des questions puis qui voulaient plus me parler parce qu'ils pensaient que j'étais lesbienne, parce que j'étais très, très affectueuse avec elles. Là, je me suis dit, ah oui, il y a quelque chose là. Même si elle est plus tolérée qu'elle l'était, c'est toujours moins désirable, encore dans notre société nord-américaine, d'être homosexuel que d'être hétérosexuel. Il y en a qui vont se cacher et devenir asexués, donc ils n'auront ni blonde ni chum jusqu'à temps qu'ils soient beaucoup plus vieux. Il y en a qui vont essayer de se convaincre qu'ils sont hétérosexuels et donc c'est la fille qui va passer là, un chum par semaine pour se prouver à elle et à ses amis qu'elle est hétérosexuelle. Pourquoi j'ai pas envie de faire l'amour avec une fille? Il y en a des belles filles. Peut-être que si je me forçais... J'ai découvert mon homosexualité vers l'âge de 12-13 ans, mais toujours en la repoussant. Je voulais pas me l'avouer parce que c'était pas comme bien vu, je dirais. Là. Mon attitude pour la repousser, c'était vraiment d'avoir des blondes. C'était le meilleur moyen pour moi de cacher l'homosexualité en ayant une blonde, donc les gens pouvaient pas se douter que je pouvais être gay. J'ai eu quelques expériences avec des garçons, mais ça a été vraiment des mauvaises expériences, là. Ça aboutissait pas, c'était vraiment... Je partais en panique, là. C'était vraiment pas très, très bien. Dans la famille, chez moi, c'était vraiment un univers très masculin, très macho. Fait que déjà, j'avais un peu un préjugé, là, face à ça. Donc, est-ce que ça l'a confirmé? Je sais pas si ça l'a confirmé vraiment, mais c'est sûr que ça l'a aidé, là, à me diriger plus vers les femmes. Les experts, dans le fond, dans le domaine, pensent que l'homosexualité est là à la naissance et elle n'est pas un choix. On pense qu'il y a au moins 50% de l'étiologie qui est génétique et un autre 50% qu'on n'arrive pas encore à cerner beaucoup, mais on parle d'influences psychologiques, sociaux, ainsi que biologiques. Là. Donc, c'est pas clair d'où ça vient, mais ce qui est sûr, c'est que les gens sont sexuels bien avant l'adolescence. Selon moi, l'homosexualité, c'est acquis. C'est à travers la construction de la personne qui va se passer différents événements et dont la personne va donner un sens et va se diriger vers une orientation ou vers une autre. Toutes les recherches biologiques sur les gènes, etc., bon, toutes ces recherches-là se font sous le paradigme de la culpabilité, de la maladie. Il y a une cause, on va la trouver. Parce que ça ouvre la porte à quoi? Si on fait une recherche génétique pour dire on va trouver l'explication génétique, bien, regardez, on va changer ce gène-là. Hein? C'est un gène gênant. Bonjour, c'est Patrick. Salut. Que si je voulais rien savoir de ça, puis... Je voyais qu'il était réticent là-dessus. Je sais que si je leur dis, ça va faire un gros choc. Il n'y a aucune recherche qui démontre qu'on peut changer l'orientation sexuelle de quelqu'un. Mais oui, on a aussi beaucoup de patients qui viennent qui ont eu 3 ou 4 thérapies de conversion qui n'ont pas marché. Et donc, ils viennent nous voir pour nous dire, bon, ben j'ai essayé, j'ai eu 3 thérapies pour devenir hétéro, ça n'a pas marché. Là, est-ce que vous pouvez m'aider à être mieux dans ma peau d'homme gay ou de femme lesbienne? Dans la thérapie de conversion, ce qu'on va faire, c'est associer une réponse contraire à la réponse sexuelle. Ça a été dans le passé jusqu'aux électrochocs. Des choses plus simples vont être de mettre un élastique autour du poignet, puis à chaque fois qu'on a une idée homosexuelle, de se pincer là, pour se faire mal. Toutes sortes de choses ridicules comme ça ont été essayées. Ça ne marche pas. Ça fait des homosexuels malheureux. Ça ne fait pas des hétérosexuels.
Ouais, t'es bien pressé. Oh, yes, sir. Ma blonde m'attend chez elle, puis ses vieux sont partis pour la fin de semaine. As-tu besoin de te faire un dessin, moi? Hein? Bye, là. Salut, Pelletier! Salut! Même Steve a pris pas mal de vitesse depuis le dernier entraînement. Justement, il fait arrêter de faire le moron. Pas de sa faute, ça. Il est juste marron. Pas comme toi. Ça, je te trouve bien correct. Mais... c'est réciproque. Est-ce que ça se peut? Ça peut vraiment être réciproque? Wow! C'était malade. Pour le garçon qui a du désir pour un autre garçon, bien, lui, la première question, c'est... Ouais, c'est peut-être même pas une question, est-ce que je vais pouvoir le séduire? C'est comme, est-ce qu'il est de mon bord ou pas de mon bord? Parce que dans l'amour, tu sais, on vit beaucoup la peur du rejet. Alors, il y a comme double risque, là. Non seulement l'autre peut ne pas t'aimer, même s'il est homosexuel, mais voyez-vous, il y a comme la peur, il y a le rejet de l'homosexualité, mais il y a le rejet aussi, même si l'autre l'est, peut-être qu'il n'a pas envie de toi. Est-ce que je suis seul dans toute l'école? Est-ce que je vais passer toute ma vie seul? Qu'ils soient bien sûrs d'être à même de gérer les conséquences de leurs gestes. Donc, c'est-à-dire, si c'est leur meilleur ami, puis ils veulent l'embrasser, ben, d'essayer d'y aller graduellement pour éviter de perdre l'ami. Ma première expérience sexuelle a été à l'âge de 17 ans. Je pourrais pas dire que j'étais content de la façon dont cette première expérience-là s'est déroulée. C'était plus du sexe pour du sexe. Il n'y avait pas vraiment de sensualité là-dedans. Mais j'ai eu ce que je voulais, finalement. Là. Une première relation qui en demandait pas trop non plus, pas d'engagement. C'était ça que je recherchais aussi. Ma première relation sexuelle, ça s'est déroulé donc quand j'avais 14 ans. C'est comme une relation amoureuse, là, pas quelque chose de... un jour, une soirée sans lendemain. Mais malheureusement, c'est pas souvent le cas dans le milieu gay. Puis au niveau sexuel, c'était la fellation, embrasser, pas nécessairement de choses anales comme la sodomie, ça m'intéressait aucunement, puis ça m'intéresse toujours pas aujourd'hui. Des jeunes qui disaient ben moi j'avais peur parce que je voulais pas me faire sodomiser. Bon, alors il y avait beaucoup en tête cette idée là de la fameuse sodomie qui plane comme une ombre, hein? C'est comme une espèce, on sait pas ce que c'est, mais c'est là. Et ça pèse très lourd. Alors ils voulaient pas vivre ça. Et moi aux jeunes j'ai toujours, mais t'es pas obligé de vivre ça. T'es pas obligé de faire rien que t'as pas le goût de faire. J'ai eu ma première blonde à 16 ans. J'étais encore à l'école secondaire. Puis j'allais dans une école de filles. Fait que c'est clair que j'en parlais pas à personne parce que je savais très, très bien que j'allais être rejetée des étudiantes. Puis je pense que ça a été beaucoup, beaucoup plus tard que j'ai commencé à être à l'aise. Le gros problème, c'est la peur d'être anormal. Ou, si on déjà dépassé ce stade-là, c'est comment l'annoncer ou comment s'afficher ou comment le vivre. Parce que pour beaucoup, le problème, c'est qu'il manque de modèles. Les jeunes disent « Ah, je sais pas si je devrais le dire à mes parents, si je devrais garder ça caché. » Il y a des jeunes pour qui
c'est absolument la meilleure chose de le dire à leurs parents. Bon, leurs parents vont avoir leur réaction, mais en bout de ligne, les parents vont redevenir des parents et vont être capables d'être supportants pour l'enfant. Mais il y a des jeunes qui ont eu des réactions absolument désastreuses avec leurs parents. Des parents qui les mettent dans la rue ou qui les envoient voir un psychiatre pour se faire guérir de leur homosexualité. Ben, ma mère, j'étais très surprise parce qu'elle a réagi très bien. Puis elle a été très, très curieuse au départ. Elle m'a posé des dizaines de questions. Ben pourquoi, comment ça? Mais pas des questions, là, parce qu'elle l'acceptait pas, mais vraiment parce qu'elle voulait comprendre c'était quoi, parce qu'elle connaissait pas ça. Mon père, il est plus de la génération, bon, on parle pas. il m'a pas rejeté. Mais il n'en parle pas, c'est quelque chose qui n'est pas à l'aise avec ça. Même si un parent est ouvert à l'homosexualité, même si pour lui, il n'y a pas de problème, c'est pas un tort, une tare, il va mal le prendre. Les parents aimeraient mieux que l'enfant soit hétérosexuel, pas pour une question d'orientation sexuelle, mais pour une question de facilité. Parce que pour beaucoup, les parents se disent... Ben, si mon enfant est homosexuel, il va avoir un chemin qui va être plus difficile que s'il est hétérosexuel. Donc, même s'ils sont ouverts, ça crée un problème. Je peux pas en parler à mes parents. Pas tout de suite. Mais qui d'autre? Qui va m'écouter? Ils cherchent de l'information. Et je pense que c'est la chose la plus importante à donner aux jeunes, l'information. Parce qu'on dit l'homophobie se nourrit de l'incompréhension et du secret. Donc, si on donne de l'information, ben déjà, ça va aider les jeunes. Les dernières informations que j'ai eues par rapport, par exemple, à Gay Écoute, qui est un organisme d'aide auprès des jeunes, auprès des personnes qui se questionnent sur l'homosexualité, devrais-je dire, pour être exact, sur à peu près 600 écoles, il n'y en a pas plus de 125, là, au dernier chiffre que j'ai eu, qui ont accepté de mettre le numéro de téléphone de Gay Écoute, qui est un numéro sans frais, dans le bottin des élèves, à côté de tel jeune, et puis, bon, enfin, toute cette série là, de numéros de téléphone d'aide. Alors, les commissions scolaires et les écoles ne veulent pas parce qu'ils disent que c'est de faire la promotion que de mettre ce numéro de téléphone-là, c'est de faire la promotion de l'homosexualité. Le service d'écoute téléphonique et de renseignement. Quoi son problème? Je sais pas trop, il doit avoir une engueulade avec sa blonde. Ouais. En tout cas, ça doit pas trop risquer de t'arriver, toi, là? Écoute, ça va faire. Le niaisage puis les jokes de fif. Parce que sais-tu quoi? C'est vrai. J'en suis un fif. Une tapette. Un suceux. Je pense que t'as oublié de péder aussi. Tu peux-tu? Non, mais... T'imagines-tu que tu m'apprends la nouvelle du siècle? Tu sais bien que Pelletier a ouvert sa grande gueule? Pas l'air de trop t'impressionner. Écoute, Arsenault, t'es un maudit bon nageur. Puis, entre toi et moi, là, ça m'étonnerait bien gros que tu touches à ma blonde. Hein? Fait que de quoi je me plaindrais, moi? Eh bien... Je t'avertis, par exemple. Tu me touches, là? Je te casse un bras. C'est clair? T'inquiète pas. Oh! T'es pas mon genre. Comment ça, pas ton genre? Hein? Un beau bonhomme comme moi. Hey, Pelletier! Arrête de niaiser, là, emmène-toi. Il faut briser le silence, il faut briser l'isolement, il faut briser la honte. Il faut arrêter d'avoir honte. Et il faut que le jeune sente qu'il est dans un milieu qui est ouvert et qui va l'accepter tel qu'il est. Pour moi, Internet, ça a été définitivement la source qui m'a permis de finalement m'accepter être homosexuel, parce que c'est sur des canaux Internet que j'ai pu parler à d'autres homosexuels comme moi qui étaient normaux finalement.
Il y a un organisme qui m'a aidé, oui, dans mon cheminement. C'est des groupes pour les jeunes gays et lesbiennes et bisexuels de 25 ans et moins, la plupart du temps. Celui-ci, à Montréal, s'appelle Jeunesse Lambda. C'est un très bon organisme là, qui est finalement très convivial. N'importe qui, qu'on soit en questionnement, qu'on soit gay ou n'importe quoi. C'est vraiment là-bas que j'ai réussi à voir qu'il y avait un soutien. Il y avait des gens gays qui étaient là, qui s'acceptaient. Puis par leur simple présence, là, pouvaient m'aider à sortir de mon cocon, puis être vraiment qui j'étais, là, un homosexuel. Puis bon, je me suis affirmé là, comme ça. On pourrait retirer la photo puis mettre la photo de n'importe quel autre jeune. Ce qu'on a besoin de faire avec ces ados-là, c'est de leur montrer d'où vient l'homophobie, leur expliquer que des fois, c'est la vulnérabilité des autres ados qui font qu'ils sont si méchants. Des fois, on va carrément leur suggérer des cours d'autodéfense quand ils sont dans un milieu où ils se font tabasser. On va aussi leur essayer de pallier à l'isolement. Donc, on va essayer vraiment de les mettre en contact avec d'autres jeunes ados, de leur fournir des modèles, des adultes qui peuvent respecter, qui ont réussi dans la vie et qui sont gays. Ça règle pas tout. En fait, ça règle vraiment pas grand-chose. Mais au moins, j'ai un ami qui le sait, puis qui va pas me lâcher pour ça. Même si c'est un moron. Alors, la présomption à l'hétérosexualité, c'est quelque chose qui tue, comme le silence d'ailleurs. Et je crois qu'il faut cesser cette présomption à l'hétérosexualité. Ça serait déjà un pas, de ne pas présumer toujours que quelqu'un est hétérosexuel, de présumer pourquoi il a fait une tentative, de présumer pourquoi il pleure, pourquoi il est triste, pourquoi il est malheureux. Laissez-les donc parler et qu'ils sentent qu'il peut parler et que s'il parle, ça ne sera pas des « Oh! » Mais non, ça va être correct. À être homosexuel, on fait un cheminement que les autres ne font pas à un âge beaucoup plus jeune. C'est d'ailleurs ce qui amène, d'après moi, là, les situations de suicide ou de grande détresse là, que les homosexuels vivent. Puis je pense qu'on est confronté à des situations aussi sexuelles, là, de rejet, de tabous, de recherche de l'identité. C'est tellement profond, c'est tellement fondamental qu'on est obligé finalement de se trouver soi-même, sinon on passe pas à travers.